Thierry Vickers, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du Conseil national des barreaux. On va voir ensemble un panorama global sur votre métier, en commençant par quelques chiffres. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques données chiffrées sur votre profession? Bien, les dernières données chiffrées, celles de l'année 2011, montrent que les avocats sont actuellement environ 54 000, 32 000 environ en province et 22 000 pour le barreau de Paris. D'accord. Avec une féminisation importante? Alors, il y a un certain nombre de mouvements qui se sont mis en œuvre ou qui ont démarré il y a maintenant une dizaine d'années en France et qui sont d'une part une expansion démographique forte, qui est une constante donc de cette dernière décennie, et puis vous avez, comme vous l'avez souligné, une féminisation également importante de la profession qui fait qu'aujourd'hui, un avocat sur deux est une femme. D'accord. Si on parle de la pyramide des âges, est-ce que vous pouvez nous donner quelques données chiffrées? Alors évidemment, quand on fait rentrer comme ça dans la profession un certain nombre de nouveaux professionnels sur une période relativement courte, une dizaine d'années, on a un effet de rajeunissement de la profession et en moyenne, les avocats, la moyenne d'âge des avocats est de l'ordre de 43-44 ans à l'heure actuelle, ce qui représente là aussi une évolution forte sur une période relativement brève. Très bien. Un dernier mot peut-être sur le maillage territorial de la première profession du droit? Ouais, je crois que ce qui est important, c'est évidemment de souligner qu'avec 54 000 professionnels, les avocats sont de très très loin la première profession du droit. Nous représentons à peu près 80% des effectifs des professions du droit. Je crois que c'est lié à un certain nombre d'éléments qui sont de la nature même des avocats, et d'abord le fait que nous sommes une profession libérale, alors que la plupart des autres professions du droit sont organisées sous l'angle, en tout cas sous la forme d'officiers ministériels, avec des politiques démographiques extrêmement restrictives et une volonté affichée souvent de limiter le nombre des entrants dans la profession, ce qui n'est pas, une fois encore, le cas des avocats. Et avec une démographie aussi importante, nous sommes également une profession extraordinairement présente sur la totalité du territoire français. En dépit de l'épisode de la carte judiciaire, 160 barreaux. Alors bien sûr, le barreau de Paris, qui, je le rappelais tout à l'heure, représente à peu près 22 000 avocats en France, mais 160 barreaux sur la totalité du territoire, 160 barreaux de province, avec des tailles très différentes, depuis des barreaux importants comme celui de Lyon, ou de Nanterre ou de Marseille, et des barreaux beaucoup moins importants, parfois comptant quelques dizaines de personnes, mais qui font que les avocats sont présents partout en France. Et un exemple comme celui de la réforme de la garde à vue, qui impose aux avocats d'être présents dans tous les commissariats et dans toutes les gendarmeries de France, montre bien que nous avons ce maillage territorial exceptionnel. Quelles sont les réformes à venir ou celles qui ont déjà été effectuées qui auront un impact significatif pour votre profession? La loi de l'année 2011 a été marquée par des réformes extrêmement importantes dont on ne mesure pas encore totalement l'impact. C'est bien sûr la loi du 28 mars 2011 avec une réforme emblématique qui est l'apparition de l'acte d'avocat. L'acte d'avocat, c'est un signe de très forte confiance des pouvoirs publics envers la profession d'avocat. Alors, il existait déjà des actes au statut un peu particulier, bien sûr on pense à l'acte authentique, mais avec l'acte authentique, l'État ne fait pas confiance à une profession, il fait confiance à un officier public et ministériel, donc qui est plus ou moins, toutes choses étant égales, et peut-être on aura l'occasion d'en parler, ce n'est pas tout à fait l'avis de la Cour européenne de justice, mais qui est en quelque sorte une émanation de l'État, ou en tout cas un parafonctionnaire de l'État. Avec l'acte d'avocat, on est dans une logique qui est une logique totalement différente, puisque là, c'est la confiance faite à la compétence du professionnel du droit et également à l'éthique qui est celle de la profession d'avocat. C'est à partir de ces éléments que le législateur a donné une force particulière à la signature de l'avocat. C'est donc très largement au-delà des discussions qu'on peut avoir sur les effets juridiques, la comparaison avec l'acte sous seing privé, avec l'acte authentique, c'est tout à fait autre chose. C'est véritablement un marqueur de qualité, une façon de dire à la totalité du public, quand vous avez un problème juridique,
vous devez vous adresser à un professionnel et pas à n'importe quel professionnel du droit. Vous pouvez vous adresser à un avocat parce que vous y trouverez et de la compétence, et de la déontologie, et de l'éthique. C'est vraiment une reconnaissance très forte et à la vérité unique dans le paysage législatif. Ça n'est pas la seule réforme importante, puisque dans la loi, dans le paquet de la loi de mars 2011, vous trouvez également la procédure participative. Et la procédure participative, c'est la réponse de la profession à la question de la déjudiciarisation. Nous sommes désormais capables de proposer à nos clients une procédure qui est une procédure à la fois sous le contrôle du juge, mais en même temps une procédure qui n'est pas contentieuse ou qui n'a pas vocation nécessairement à devenir contentieuse. Et là aussi, signe de très forte confiance envers la profession d'avocat, le législateur accepte cette idée que l'on puisse, avant de s'adresser au juge, essayer de trouver un accord, et un accord entre avocats, c'est-à-dire sans la présence d'un tiers, que ce soit un arbitre, que ce soit un médiateur. Là, ce sont les avocats et les parties elles-mêmes qui vont chercher la solution à leur litige. Et c'est également une façon de remettre, de responsabiliser les parties elles-mêmes, de les rendre maîtres de la solution de leur litige. Donc c'est vraiment, là aussi, une réforme importante. Un dernier mot sur l'interprofessionnalité également, votre réforme? Là aussi, loi de mars 2011, interprofessionnalité, et l'idée ici est de répondre à un certain nombre de défis qui sont liés notamment au mouvement de globalisation, en permettant, tout en respectant les identités de chacune des professions concernées, puisqu'il s'agit à la fois des professions du droit, mais aussi des professions du chiffre. Donc tout en conservant cette identité et cette qualité intrinsèque de chacune des professions, leur permettre, à travers une interprofessionnalité qui est une interprofessionnalité capitalistique, de créer des liens entre les structures de façon à offrir ce que souhaite une grande partie de la clientèle, c'est-à-dire des services plus globaux qui comportent la totalité de la palette des possibilités. Et c'est pour ça qu'il est très important que cette interprofessionnalité ait été ouverte notamment aux experts comptables, car il y a une véritable complémentarité entre les services que peuvent donner des avocats et les services que peuvent donner des experts comptables, notamment bien sûr dans le domaine des entreprises. Une réforme à venir également, celle de la gouvernance. Est-ce que vous pouvez dire un mot dessus? Eh bien, le Conseil national des barreaux aura 20 ans au mois de décembre. Et nous avons lancé une réflexion, une grande réflexion dans la totalité de la profession, avec certains barreaux d'ailleurs pris l'initiative de véritables référendums sur la question, pour nous interroger, pour savoir s'il ne faut pas aller plus loin et s'il ne faut pas doter la profession d'un organisme qui soit encore plus doté de pouvoirs encore plus importants et peut-être même de mettre en place un véritable ordre national, tout en respectant bien sûr ce qui constitue le maillage, c'est-à-dire les barreaux eux-mêmes. C'est une réforme sur laquelle le Conseil national des barreaux en fin de mandature prendra position, mais bien sûr en laissant ouvert ce chantier pour la mandature qui se mettra en place à partir du mois de janvier prochain. Comment la profession envisage-t-elle justement l'avenir? L'avenir est toujours difficile à déchiffrer, mais on peut d'abord essayer d'envisager la poursuite d'un certain nombre de tendances. La tendance démographique, dans la mesure où elle a commencé en France beaucoup plus tard que dans d'autres pays, on peut penser qu'elle va se poursuivre, c'est-à-dire que le nombre d'avocats est susceptible de continuer de croître pendant un certain nombre d'années, avec bien sûr, cette fois-ci, une tendance au vieillissement, puisque nous avons rajeuni considérablement au regard d'une évolution démographique très rapide sur quelques années, celle dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est une première évolution. Le deuxième élément dont on peut penser qu'il va avoir un impact considérable sur l'exercice de la profession, c'est évidemment l'évolution des nouvelles technologies. Nous venons de terminer un chantier qui était un chantier très compliqué, qui était celui d'équiper l'ensemble des avocats pour leur permettre de communiquer électroniquement à la fois avec les tribunaux et avec les cours d'appel. Et aujourd'hui, c'est un chantier qui peut être considéré comme terminé ou presque, puisque nous avons déjà plus de 25 000 avocats abonnés.
Mais il y a des évolutions beaucoup plus fortes qui vont se faire sentir parce que les nouvelles technologies, Internet, le développement des systèmes experts, tous ces éléments fait que la façon d'accéder au droit, la façon de l'appréhender et la façon de fournir des prestations juridiques va évoluer considérablement et va continuer d'évoluer parce que nous savons que l'intelligence artificielle va faire des progrès absolument gigantesques. Et on voit par exemple aujourd'hui, notamment nos confrères américains ou anglais, le problème ou la problématique de l'outsourcing avec des prestations juridiques qui sont aujourd'hui réalisées par des avocats à distance, par exemple aux Indes. Mais une fois encore, dans un contexte qui est un contexte général de globalisation de l'économie et de légalisation des sociétés, qui fait que la place du droit ne cessera pas d'augmenter, et donc la place de la profession qui représente le mieux le droit et de manière universelle, c'est-à-dire la profession d'avocat. Très bien. Est-ce que je peux vous demander très brièvement un avis sur la récente décision de la Cour de justice européenne du 24 mai dernier ? Alors, c'est un arrêt qui ne concerne pas la profession d'avocat, mais c'est vrai que la profession d'avocat a depuis longtemps été confrontée à la problématique des arrêts de la Cour de justice, puisque le premier arrêt qui était rendu pour les avocats, l'arrêt Wouters, qui disait que les avocats étaient des entreprises, est un arrêt qui a pratiquement une trentaine d'années. Alors, l'incidence de cet arrêt, qui va bien sûr très largement au-delà de la question de la nationalité, la question de la nationalité est un épiphénomène, c'est tout simplement que la profession de notaire, comme la profession d'avocat et comme aussi par exemple la profession d'expert comptable, va être obligée, au cours des années qui viennent, de démontrer que chacune de ces règles professionnelles a bien été édictée dans l'intérêt du consommateur et uniquement dans l'intérêt du consommateur. Et il est bien certain que seront dans le collimateur, si je peux m'exprimer ainsi, de la Commission européenne, les règles qui bloquent le numerus clausus, donc bloquent le nombre de notaires, les règles de tarification, et bien sûr tout ce qui est activité réservée. Alors ça n'est pas l'acte authentique en lui-même, bien sûr, non, c'est la façon dont les notaires ont utilisé l'acte authentique, dont les qualités sont indéniables, pour se constituer un domaine réservé. Et c'est cela qui sera remis en cause, ou en tout cas qui est susceptible d'être remis en cause. Ça ne dépend pas des avocats et ce n'est pas le travail des avocats, non, c'est ce que promet la Commission européenne. Et d'ailleurs, le Premier ministre, lors du dernier congrès des notaires, n'a pas manqué de les assurer de ce que, dans ces combats futurs, l'État serait derrière eux. Mais je ne suis pas certain que ça ne soit pas des combats d'arrière-garde et qu'il ne faudrait pas, de la part des notaires, se poser de nouveau la question de la grande profession du droit et du rapprochement avocat-notaire. Message passé. Dernière question sur l'international. Quelle incidence aura la construction européenne sur votre profession ? Eh bien, l'espace européen est un espace dans lequel les avocats peuvent librement se déplacer et rendre des services juridiques, des prestations juridiques. C'est le plus grand espace de droit au monde. Un avocat américain qui veut aller s'installer dans l'État voisin a d'immenses difficultés pour le faire. Ici, au sein de l'Union européenne, un avocat de n'importe quelle nationalité peut non seulement s'installer, mais également donc donner des prestations juridiques. Alors, aujourd'hui, ce mouvement est un mouvement qui commence, mais en réalité, il va très probablement s'accélérer parce que, d'une part, les entreprises ont besoin de ce type de service, et puis parce que, au-delà des entreprises, les particuliers ont également ou vont également avoir besoin de ce type de service. Il faut penser qu'aujourd'hui, dans un pourcentage très important de mariages, ce sont des mariages binationaux. Et de la même façon, les successions de demain, les règlements de liquidation de régimes matrimoniaux, toutes ces questions-là auront de plus en plus des aspects internationaux, de sorte que ce n'est pas simplement les avocats des entreprises, les avocats d'affaires qui sont concernés, mais l'ensemble de la profession. Un dernier mot peut-être, Thierry Vickers ? Bien, vous m'avez demandé de me projeter loin dans l'avenir. Je voudrais me projeter
à une échéance un peu plus courte, 19 à 22 octobre prochain à Nantes. C'est la Convention nationale des avocats. Il y a déjà plus de 3000 inscrits et bien entendu, nous parlerons de ces problèmes et de toutes sortes d'autres questions et j'espère bien sûr que les avocats seront présents très très nombreux à ce rendez-vous. Très bien. Je vous remercie pour vos réponses. Merci. À très bientôt.